Donc on va demander effectivement à Pierre-Yves Demours, le DRH de la Société Générale, de venir, à Jean-Paul Richard, l'ancien directeur marketing de Pernod Ricard, Caroline Naquet, qu'on a oublié dans le... je suis désolé Caroline, vraiment désolé, qui est la DRH adjointe de chez Mazars, et puis bien évidemment Jean-Édouard Grésy, qui a écrit, comme je vous disais, un des deux livres de management de ces, pour ma part, 5-6 dernières années, sur la révolution du don, avec en sous-titre le management repensé. Alors, je vais vous demander à chacun d'entre vous, et peut-être monsieur Demours d'abord, parce que je dirais que de par vos fonctions, grande entreprise, s'il en est, comment vous avez réagi par rapport un peu à la fois à ces étudiants et puis un peu à ce débat, à ces échanges qui ont eu lieu. Et donc je demandais à chacun un peu vos réactions. Alors en sachant bien évidemment que concernant Jean-Paul Richard, ça sera autour sans doute de la consommation, de la tribu, des questions qui lui sont bien familières. Et puis vous, sur le management, et puis sur le don peut-être, le management repensé par exemple. À vous, Pierre. Merci François de me permettre de participer à ce débat. Alors effectivement, je suis aujourd'hui au sein de la DRH de la Société Générale et j'ai alterné différentes fonctions de management auparavant, dans du management de production notamment et du management à l'international. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure résonne de façon extrêmement forte à mes oreilles. Je veux dire, toutes les problématiques qu'une DRH se pose aujourd'hui, toutes les questions qu'elle se pose, ce sont celles que vous avez posées, qui ont été traitées en partie tout à l'heure. Peut-être qu'il en manquait une dans les questions que nous gérons aujourd'hui, les sujets que nous posons, qui est celle du management à distance. C'est un des sujets que nous avons, mais le sens du travail, les relations intergénérationnelles, le bien-être ou le mieux-être au travail, la qualité de vie au travail, le rapport à l'espace sont des choses qui nous parlent énormément. Par exemple, sur le rapport à l'espace, nous avons aujourd'hui un projet qui consiste à bouger une partie de nos collaborateurs qui sont aujourd'hui à la Défense, à Val-de-Fontenay, donc exactement à l'autre bout de Paris, où nous allons créer un technocentre. Nous allons avoir là un lieu où 5000 personnes de la direction de l'informatique et des services qui sont associés vont se retrouver. On parle de management de projet, on parle de management agile, on parle de lieu. Le temps passé autour des espaces de travail et autour d'une réflexion sur les lieux qui vont permettre à ces équipes de mieux travailler ensemble dans un mode qui reprend tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, est effectivement sans commune mesure avec le temps que nous aurions passé il y a 10 ans seulement. Il y a 10 ans, on a construit une tour dans laquelle on loge aujourd'hui 3000 personnes, une troisième tour à la Défense, qu'on voit très bien. On n'a pas passé du tout le même temps que celui que nous avons consacré en nous interrogeant sur les modes de coopération, sur le flex office, sur la capacité que les collaborateurs peuvent avoir de choisir leurs locaux. Et quand on parle de flex office, on imagine toujours l'idée que l'employeur en profite pour avoir un petit peu moins de postes de travail que de salariés parce que tout le monde n'est pas toujours présent et que ça permet de densifier. Nous avons fait le choix de garder autant de postes de travail que de salariés qui sont prévus travailler là-bas, avec l'idée que ce qui importe, c'est pas tellement le gain que nous allons faire sur l'espace, c'est le gain que nous allons faire sur la façon dont les équipes vont travailler ensemble et sur la façon dont elles vont pouvoir composer des groupes qui sont flexibles par nature. Il y a une deuxième thématique qui, moi, m'a beaucoup touché parce qu'elle me concerne, je dirais, en tant que DRH au premier point, qui est celle de la confiance. Comment instaurer de la confiance au travail ?
comment faire en sorte que cela se vive comme étant autre chose qu'un mot. C'est facile de dire « je vous fais confiance ». Je te fais confiance, et dans la façon dont je te fixe des objectifs ou dans la façon dont toi tu vas les fixer et dont nous allons les débattre, rien que la façon dont je tourne la phrase, il y a un monde. Et pour moi, la confiance ne peut pas aller sans le respect et sans la bienveillance qui sont affichés. Mais elle ne peut pas aller aussi sans un certain nombre de codes qu'il faut que nous apprenions à retravailler. Et je ferai le lien, là, par exemple, avec un thème qui a été évoqué tout à l'heure, qui est celui de l'évaluation. La question de l'évaluation est une question qui est effectivement aujourd'hui sur le dessus de la pile des questions qu'on a. Est-ce qu'on continue à les maintenir ? Alors le grand groupe bancaire dont il était question, je ne pense pas que ce soit le mien, j'en ai entendu parler. Mais on a exactement les mêmes interrogations et on se dit exactement de la même façon comment faire pour ne pas être le dinosaure qui ne résistera pas au changement climatique. Donc je vous rassure, on se pose bien la question. Et la notion de l'évaluation, quand vous regardez comment les évaluations sont faites aujourd'hui, on travaille dans un régime hérité probablement du mode de l'enseignement français qui consiste à, quand on fait une évaluation, à regarder les points à améliorer. Et ça, c'est très intéressant. La question, c'est est-ce qu'il faut qu'on travaille sur les points améliorés dans les objectifs que je vais fixer ou que je vais discuter avec mes collaborateurs ou dans les remarques que je vais leur faire? Est-ce que c'est là-dessus que je vais travailler? Ou bien est-ce que c'est sur les points forts qu'ils ont et qu'ils ont réussi à mettre en valeur et sur lequel des deux je dois m'appuyer? Et au fond, quand on pose la question sous cet angle-là, on s'aperçoit qu'une grande partie de notre mode éducatif et de notre mode d'évaluation s'appuie sur ce que le collaborateur doit améliorer pour encore mieux travailler, alors qu'au fond, moi avec mon fils qui n'était pas excessivement bon à l'école mais qui était bon en sport, je passais plus de temps à m'interroger sur la façon dont j'allais pouvoir l'aider à valoriser ses compétences en sport et l'aider à trouver sa place, plutôt que finalement... oui, d'accord, il a eu des petits cours de maths, mais sur le fond, j'étais heureux de le valoriser. Et quand je parlais de lui, je me suis rendu compte avec le temps que je valorisais ses compétences et l'endroit où il était bon et que j'essayais de faire en sorte qu'il y soit encore meilleur. Et au fond, cette question de l'évaluation et sur la façon dont on la conçoit, c'est peut-être de se dire comment, en regardant les points forts de mes collaborateurs, je peux construire sur ces points forts-là, comment en tant que manager je base l'équipe et comment je fais travailler le collaborateur sur ces points forts pour qu'il fasse progresser l'équipe. Et comment moi, manager, je vais l'aider à mettre ces points forts en valeur pour que l'équipe avance. Et une fois de plus, quand on va reparler de l'évaluation, on peut reparler de la temporalité, on peut reparler de est-ce qu'on la maintient, est-ce qu'on la maintient pas, et on peut parler de feedback positif, de feedback continu, etc. Mais moi, je pense que le plus important, c'est pas tellement ça, c'est le message que j'envoie, et c'est la façon dont je l'envoie. Voilà, ce que ça m'a inspiré. J'ai envie de demander à la façon dont le groupe Mazars, justement, par rapport à ces évaluations, comment elle réagit, parce que à travers la demi-journée, l'entretien qu'on a eu ensemble avec Laurent, nous avons effectivement abordé toutes ces questions sur justement alors c'est pas la génération Y, c'est ces jeunes qui arrivent et les attentes qu'ils ont et la façon surtout dont vous, chez Mazars, vous êtes en train de mettre en place autre chose, enfin, d'autres relations on va dire professionnelles et de management. Oui, on essaye. Oui, on est en train. Donc pour peut-être resituer pour les personnes qui ne le savent pas, Mazars est un groupe d'audit et de conseil. Et ce qui est important, c'est qu'on est un groupe donc avec un fort
turnover qui est naturel dans nos métiers. Donc on peut se considérer parfois comme un laboratoire par rapport à ce qui va arriver aux entreprises plus traditionnelles dans quelques années, parce qu'on a aujourd'hui un âge moyen de notre staff qui est au-dessous de 30 ans. On doit tourner autour de 28 ans. Donc on est en effet une entreprise jeune. Alors après, ça a des avantages, des inconvénients, mais clairement, nous, on est dans la tourmente. Alors je ne sais pas si c'est une tourmente de génération, Y, que sais-je, mais en tout cas, on voit bien ce que c'est d'avoir, on va dire, chaque année, 500 jeunes qui arrivent dans une organisation. Et en effet, on ne peut pas continuer par rapport à cette réalité. Donc, comme on l'a dit, ça nous crève les yeux. Donc, on ne peut pas continuer sur les modèles qui étaient les nôtres, même s'ils ont été efficaces et même s'ils sont rationnels. Parce que c'est vrai que la problématique qu'on peut avoir, notamment dans des métiers où on intellectualise beaucoup, c'est d'être toujours sur le rationnel et pas assez sur l'émotion et sur ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, pour revenir sur l'évaluation, mais peut-être aussi de façon plus large, l'évaluation, nous, ça fait déjà un certain temps qu'on fait plus l'évaluation annuelle, parce que déjà, elle correspond pas à nos métiers. Et nous, on est dans une logique d'apprentissage sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'en fait, dès qu'un projet est terminé, sachant que le projet, il peut être 1 semaine, 15 jours, 2 mois, il y a forcément un feedback. Ça, c'est quelque chose qui est impératif chez nous. Mais même ça, ce qui pourrait paraître pour certaines entreprises déjà un objectif à atteindre, nous, on est en train de se dire que c'est trop lent. C'est trop lent parce que le feedback, il doit vraiment être plus rapide, plus immédiat et beaucoup plus simple, parce qu'on est encore sur des matrices un peu compliquées où il faut se positionner. Alors on met pas de notes chez nous, ça fait déjà bien longtemps qu'on les a éliminées. Mais je reviendrai peut-être sur l'aspect international qu'il y a entre les notes. Et donc, on est en train de regarder ce que font certaines boîtes modernes, type Nike, par exemple, où ils sont sur des entretiens mensuels, où c'est 4 questions posées du manager à son équipe et de l'équipe sur le manager. Et c'est aussi simple que ça. Et ça dure 10 minutes. C'est la fast evaluation. Alors bien sûr, ça remplit pas tous les objectifs d'un entretien, mais ça permet de scander et de donner en fait une culture de feedback qui soit évidente. Donc ça, c'était sur l'aspect de l'évaluation. Après, sur le côté, qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeunes et comment on tire parti finalement d'une entreprise jeune, nous maintenant, on essaye vraiment de leur donner. Alors, je ne sais pas si on leur donne le pouvoir, en tout cas, on leur donne la capacité à donner leur avis sans filtre et à nous aider à transformer l'entreprise. C'est-à-dire en se disant, finalement, il y a plein de choses qu'ils savent faire beaucoup mieux que nous. Donc, plutôt que essayer de leur transmettre ce que nous on sait faire, ce qui est positif, on va plutôt essayer d'accueillir aussi leur façon de travailler. Donc on est dans cette logique un peu d'échange et je vais vous donner une petite anecdote parce qu'il faut qu'on soit un peu concret aussi, c'est notre rôle. On a créé une boîte à idées. Alors vous allez me dire, mais la boîte à idées, bravo, c'est super nouveau. Alors à part qu'on l'a fait digitale, alors déjà quand c'est digital, c'est beaucoup plus moderne. Et c'est une app où les collaborateurs peuvent poster leurs idées et derrière vous la likez. Et il y a deux possibilités. Soit vous la likez parce que vous aimez, soit vous la likez et en plus vous dites moi ça m'intéresse et j'ai envie de participer. Et donc c'est comme ça que se créent les groupes de travail en fait sur les idées et avec un engagement, on va dire de la direction, le mot est peut-être un peu formel, de donner vie aux idées qui auront le plus été plébiscitées par les collaborateurs. Et ça c'est, on va dire, une idée toute simple qui vient de la base. Les idées qui sont hallucinante dans la série Static the Obvious et donc on pense qu'on va vraiment progresser très rapidement grâce à ça. Et je reviendrai juste sur une petite chose parce que j'avais perdu mon idée sur l'évaluation. Là, il y a clairement un sujet culturel sur l'évaluation. Moi, je travaille au niveau du groupe et on se rend compte que, notamment avec nos amis anglo-saxons, les Américains, les Anglais, ne pas avoir de notes, pour eux, c'est extrêmement perturbant. C'est-à-dire que c'est une logique comme quoi ça rend le process équitable. Pour eux, l'équité passe par la note. Et c'est assez latin, finalement, de pouvoir se dire que non, c'est dans le dialogue, dans finalement le feedback écrit, dans les qualificatifs, les adjectifs, qu'on va faire passer des vraies évaluations. Donc là, il y a un point dur
Et aujourd'hui, nous, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, mais qui n'est pas si simple que ça, puisqu'on parlait justement de différences culturelles. Jean-Édouard, peut-être une réaction, mais par rapport justement aussi aux thématiques sur lesquelles toi tu travailles, hein, donc contre donc. Oui. Alors, merci de m'avoir invité. C'est vrai que c'est un brassage d'idées assez étourdissant. On a envie de reprendre un peu toutes les perles de Scollier, de débattre à n'en plus finir, parce que c'est vrai que c'est tous les thèmes actuels de la transition, un petit peu de transition même de civilisation. Hein. Il y a beaucoup de choses à réécrire. Et finalement, ce qui est intéressant effectivement à travers la thématique du don, c'est que ça nous raccroche à quelque chose d'archaïque, d'ancestral, à savoir la nature de nos liens aux autres. Et ce qui est rassurant aussi à travers cette thématique, c'est que finalement toutes les études aujourd'hui sur la psychologie positive, ou encore dernièrement la plus longue étude sur le bonheur qui a duré plus de 75 ans, montre que Harvard, la première cause de bonheur sur Terre, finalement, c'est la qualité des relations aux autres. Donc on revient quand même à des choses assez fondamentales, assez simples, et on y revient parce que effectivement beaucoup d'organisations sont allées trop loin dans la dimension du pouvoir et de la règle, dans la dimension des process, à tel point qu'on en perd le sens, à tel point effectivement qu'on en perd l'autonomie nécessaire justement pour pouvoir donner la liberté de prendre ces initiatives. Et on rigidifie des structures qui, dans un contexte qui nécessite plus que jamais de l'agilité, génèrent effectivement des risques assez terribles. Donc effectivement, le don percute un peu toutes ces thématiques. Vous parlez de mieux-être. Le premier facteur de mieux-être, le premier facteur même de prévention des risques psychosociaux, un terme qui n'aimerait sûrement pas m'affaisoli, mais c'est le soutien social. C'est le premier amortisseur dans la vie, que ce soit un problème pro ou perso. Donc comment créer du soutien social, une convivialité qui permet de s'assurer que les gens vont bien aussi. Le premier facteur aussi, d'opportunité professionnel et personnel, c'est encore une fois le réseau social. Donc comment le maintenir au-delà de la dimension digitale qu'il prend, comment créer des véritables liens qui soient solides dans la durée. Sur la question de l'évaluation de la performance, le don pose aussi des questions. Comment est-ce qu'on valorise aussi l'effort dans l'effort collectif? Faire une passe décisive à un membre de son équipe qui va marquer un but, et dans ce contexte de l'UEFA, est-ce que c'est valorisé autant que celui qui marque un but? Parce qu'effectivement, sinon, je retombe dans une culture beaucoup plus individualiste. Ça pose aussi la question, vous parliez des feedbacks. Aujourd'hui, plus de 2/3 des cadres en France ne se sentent pas reconnus dans les entreprises, parce qu'on confond trop souvent reconnaissance matérielle qui est nécessaire et reconnaissance immatérielle. Alors vous parlez de feedback et c'est bien de pouvoir le faire, mais reconnaître, c'est simplement dire merci aussi. Merci au-delà des résultats obtenus, merci pour les efforts qui ont été fournis sur un projet, merci aussi pour les compétences qui ont dû être développées pour parvenir à atteindre les objectifs qui étaient fixés. Et puis reconnaître aussi les individualités au sein d'un collectif, être capable de fêter les anniversaires, de trouver des moments de convivialité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois, à travers ces sujets, à la pointe du modernisme finalement, peut-être du postmodernisme, et dans des dimensions les plus anciennes qui existent. C'est-à-dire qu'on retrouve dans les TPE, les PME, souvent beaucoup de rituels d'usage qui permettent justement de fêter les victoires, de fêter les succès, de faire attention à cette dimension collective. Il y a peut-être un thème qui m'a manqué, mais alors je suis un peu obsessionnel parce que je suis médiateur au départ, c'est la place du conflit, car la place du conflit dans les organisations et le management de demain. Je suis fanat aussi, au-delà de Marcel Mauss, d'une femme remarquable qui a été largement recopiée par Peter Drucker, sans la citer, qui s'appelle Mary Parker Follett. Et dans les années 30, elle utilisait cette magnifique formule. Elle disait: le conflit, c'est comme le frottement de l'archet sur les cordes du violon, c'est comme le frottement des roues du train sur les rails. Sans frottement, il n'y a pas de musique. Sans frottement, il n'y a pas de déplacement. Et tout l'art du management, tout l'art de l'organisation, c'est d'accompagner le frottement pour que la musique soit belle et que le train ne déraille pas. Et donc, vu les transformations actuelles, les changements en cours, quelle place on donne pour le débat d'idées et, au-delà de ça, pour gérer les blocages décisionnels qui ne peuvent qu'immanquablement survenir
quand on confronte toutes ces idées, au-delà de l'enthousiasme que ça peut créer, ça crée aussi des goulots d'étranglement, ça crée des inimitiés. Le don lui-même n'est pas que généreux. Mauss le disait lui-même, le don dans les langues germaniques anciennes, gift, a deux significations, cadeau et poison. Ça peut être un véritable poison sans régulation, sans capacité d'avoir un management éclairé sur le sujet. On peut générer beaucoup de mal-être. Donc tu es en train de nous dire qu'effectivement, c'est pas un monde de bisounours qui est en train de s'ouvrir avec l'entreprise libérée ou avec un management innovant ou post-management d'ailleurs. Ah non. C'est bien ça. Non. Et alors justement, je crois que c'est un peu le problème de notre société actuelle. Effectivement, moins il y a de frottement, plus il y a de distance entre les individus, plus il y a de violence. Et c'est tout l'enjeu que de générer du frottement, de la diversité, d'amener les gens à se confronter davantage. Et ça a des conséquences économiques. Alors, il y a des conséquences sociétales terribles, effectivement, sur les territoires. On voit qu'il y a de moins en moins de frottement entre les catégories, les origines, etc. Mais dans l'organisation aussi, par exemple, si je prends un exemple bancaire, par exemple la BNP a pris une amende de 9 milliards, sauf erreur, et ils se rendent compte que finalement au sein du comité exécutif, ils sont un peu tous blancs, un peu tous mâles et un peu tous de la même école, et que repérer des signaux faibles sur un continent qu'on maîtrise mal, ça devient une urgence et qu'il faut peut-être accueillir d'autres manières de penser, d'autres manières de voir. On voit aussi avec l'affaire Volkswagen que de la même manière, une organisation où on a peur, finalement peur de dire qu'on n'y arrive pas, et il n'y a pas que chez Volkswagen, je vous rassure, enfin je vous inquiète, ça a été mesuré en France, plus de 52% des managers n'osent pas demander de l'aide quand ils en ont besoin. Ça veut dire que beaucoup d'organisations et d'entreprises ont conscience de ça aujourd'hui et s'inquiètent en disant « bon sang de bois, on risque de se retrouver comme Volkswagen » avec quelqu'un qui n'ose pas nous dire qu'il n'y arrive pas. Il n'ose pas demander de l'aide. Donc effectivement, c'est pas bisounours, loin s'en faut, c'est à la fois créateur de plein d'espoir, mais ça demande une régulation du quotidien extrêmement soutenue. Je ne crois absolument pas dans la disparition du management. Maintenant, une autre forme de management, certes, moins Louis XIVe, ça, il serait temps, effectivement beaucoup plus en phase, beaucoup plus facilitateur des ambitions de son équipe, peut-être plus médiateur finalement, ça me plaît assez, élu sans doute différemment ou désigné différemment, peut-être par ses pairs, etc. Mais réguler les groupes, les collectifs, ce sera jusqu'à la fin des temps une nécessité absolue. Merci. On va peut-être sur un autre champ, mais dans lequel les grilles de lecture postmodernes est tout aussi opérantes, voire peut-être même elles ont été utilisées avant le management en tant que tel. Oui. Juste pour faire le lien avec mon gentil prédécesseur, à New York on dit « a lunch is never free ». Un don, c'est jamais tout à fait gratuit, il y a toujours une espérance de réciprocité, donc effectivement... Et on l'utilise beaucoup en marketing, on y reviendra. Moi, j'ai eu la chance, si je puis dire, de tomber dans la postmodernité assez jeune, grâce à Michel, qui venait de publier Le Temps des tribus au moment où j'avais le management de Clan Campbell. Donc, clan, tribu, je me suis dit, tiens, c'est une façon de donner du sens au mot clan, et je n'ai pas été déçu. Et ensuite, il m'a guidé dans cette rupture qui était la postmodernité. Au passage, je vais rendre hommage aussi à un autre homme qui m'a guidé et qui m'a permis aussi de comprendre finalement cette grande évolution dans le marketing. Ça a été Paul Ricard, parce que lui a eu des intuitions. C'est un visionnaire. Il avait compris longtemps avant les autres qu'il ne vendait pas du pastis, il vendait de la convivialité. Que ce qui était important, c'était l'expérience, parce que ça ne se décrète pas. On peut pas, c'est pas dans la communication, c'est dans ce que l'on vit. Et tout ça fait qu'on n'a pas été trop surpris quand a survenu cette révolution
à la fois sociologique de la postmodernité et puis la révolution digitale. Et les deux mis ensemble ont fait qu'on a basculé du mass marketing avec effectivement un consommateur rationnel, la fameuse USP, le bénéfice produit, une communication essentiellement basée sur la télévision, la promotion, etc., pour aller vers ce que rappelait tout à l'heure Michel, la communauté, l'émotionnel, de l'adulte vers le jeune, et une communication évidemment horizontale, et on parle de networking, de pair-to-pair, etc. Donc, cette révolution où le consommateur a pris le pouvoir, et où donc il y a cette importance de la communauté, cette importance du bouche-oreille, et ça aussi on l'avait un peu déconné, on l'avait vu un peu à l'époque, et Ricard l'avait beaucoup utilisé, et aujourd'hui grâce au digital c'est amplifié, c'est qu'une fois que vous avez séduit au sein d'une communauté quelques-uns de ses membres, et bien grâce au digital, il y a une espèce de propagation, de contamination qui donne un effet de levier colossal. Et donc aujourd'hui, dans la façon dont on gère les ressources en matière de publicité, de promotion, il y a une révolution que je n'ai pas connue moi en 40 ans. C'est une redistribution des cartes colossale. Cette notion de communauté et d'identité multiple. Effectivement, nous appartenons tous autant que nous sommes à plusieurs tribus, et dans chaque tribu auquel on appartient, on a des comportements qui ne sont pas forcément identiques. On ne s'habille pas forcément de la même façon lorsqu'on est là, quand on est dans son club de bridge ou de golf ou que sais-je, ou lorsque on prend sa Harley Davidson pour se donner éventuellement un air rebelle. Donc la même personne peut basculer dans ces différentes identités, et à chaque fois, il faut qu'on lui tienne un discours qui est adapté, avec un langage différent, des propositions différentes, et d'attirer son engagement de façon différente. On a parlé de marque et religion ce matin. Je vais vous dire une chose, c'est que j'ai été tellement convaincu que j'avais introduit la notion de... Alors, chaque marque a une identité. Tous les groupes utilisent des modèles plus ou moins homothétiques, mais différents dans la façon dont on nomme les choses. Moi, j'avais été jusqu'au bout. C'est-à-dire que pour chaque marque, je disais, il faut une croisade. Parce que ce qui va attirer des communautés, ce sont des convictions fortes. Donc, une grande marque, elle doit avoir des convictions. Ce qui veut dire qu'elle va attirer une partie de la population et elle va en rejeter d'autres, mais c'est pas grave, on ne vise pas à 100%, mais ceux que l'on va attirer, ils vont avoir un véritable lien. Parce que, encore une fois, c'est pas juste d'avoir une bonne image, c'est même pas juste d'avoir une fidélité du consommateur. Ce que l'on veut, c'est un engagement. C'est-à-dire qu'un vrai consommateur qui est engagé, c'est un consommateur qui devient l'ambassadeur de la marque. Lorsqu'il est seul avec ses relations, avec ses amis, subitement, il parle encore positivement et avec enthousiasme de la marque. Et je dirais que ceux-là, ces ambassadeurs, on considère même qu'ils font partie intégrante de la marque. Dans l'identité, on ne sait jamais qu'est-ce qui est à l'intérieur et qu'est-ce qu'à l'extérieur. Eh bien, nous, je pense que ceux qui sont les clients les plus fidèles d'une marque, ils ne sont pas à l'extérieur de la marque, ils sont à l'intérieur. Ils en donnent la coloration, en fait. Et c'est dans le luxe, c'est encore plus vrai. Je voudrais revenir une minute sur la notion d'expérience, parce que pendant très longtemps, enfin aujourd'hui, on voit qu'on passe un peu du marketing des objets au marketing de l'expérience. Pendant très longtemps, ce qui était le plaisir, c'était d'acheter. Et aujourd'hui, on s'est aperçu quand même finalement que un grand ennemi du plaisir, c'est l'adaptation. Alors évidemment, quand on achète quelque chose, au début, c'est excitant. Et puis on s'adapte et finalement, on n'a plus plaisir. Alors que dans l'expérience, que ce soit un voyage, une soirée, un apprentissage, les gens sont aujourd'hui beaucoup plus attirés
Et ils sont prêts d'ailleurs même à consacrer une partie de leurs ressources financières pour vivre des expériences. Alors, quand on s'appelle Pernod Ricard, et la signature c'est simple, c'est créateur de convivialité, eh bien, il faut s'interroger justement sur toutes les formes de convivialité d'aujourd'hui, de demain, et avec Michel Maffesoli et ses chercheurs, on a créé tout un laboratoire mondial pour examiner quelles sont les différentes formes de convivialité dans les grandes métropoles mondiales. On a même élaboré un langage, une table des éléments, et ça permet de mieux comprendre et de favoriser la créativité des équipes marketing. Un autre point sur lequel je voudrais revenir 2 minutes, c'est l'homo ludens. Il est certain que le jeu, comme me l'a dit 1000 fois Michel, la modernité, à la fin, c'est l'ennui. Or, la vie est trop courte pour accepter l'ennui, donc ça se voit au niveau des consommateurs. Moi, j'ai été stupéfait de voir à Séoul 40 000 personnes dans un stade pour voir des jeunes geeks jouer à League of Legends et à manipuler des petites choses qui se baladaient sur un écran à toute allure. Il faut savoir que pour la finale de League of Legends, sur le net, il y avait plus de personnes que pour la finale du championnat de football américain. Donc, du Super Bowl. Donc, c'est des phénomènes extraordinaires, mais le jeu qui permet de sortir de soi, qui permet de retrouver du risque, c'est ce que l'on vit aussi dans les entreprises avec le fait qu'on essaye d'essaimer des startups, de retrouver des entrepreneurs, parce qu'il y a un moment donné, l'ennui, la bureaucratie, le management, ça peut devenir très ennuyeux. Et une façon, c'est de retrouver une véritable attitude d'entrepreneur, de prendre des risques, d'innover, d'avoir un degré de liberté pour choisir ses stratégies, ses moyens, manager ses hommes. Donc, moi, et il y a, dans l'équipe de Michel, il y a un garçon qui s'appelle Aurélien Fouillet, qui a écrit un livre sur le jeu, que je recommande parce que il est très inspirant pour le monde de l'entreprise et le monde de la gestion des marques. Merci Jean-Paul sur le ludique. Merci beaucoup. Je vais synthétiser rapidement et je pense que, en fait, derrière l'entreprise, c'est en fait des communautés, tribus, des collectifs. Et moi, je dirais, il y a quelques mots qui sortent à la fois de vos interventions et puis de la chère classe avec le maître. La notion de régulation me semble quelque chose d'important et d'essentiel. Aujourd'hui, c'est effectivement des formes de régulation qui, à chaque fois, vont être spécifiques et vont devoir être définies par chacun des groupes, chacune des communautés, pour développer du lien avec effectivement des gens qui sont animés par le désir, le jeu, le fun, le fameux fun autour du mieux-être. Je crois qu'effectivement, c'est pas le bien-être, c'est le mieux-être, et c'est l'être, quoi. C'est l'être en devenir, quoi. Afin effectivement de vivre ensemble, et que tout ça nécessite de l'expérimentation constamment. Et je crois qu'effectivement, c'est ce que l'on peut offrir ou souhaiter à la fois à nos jeunes étudiants, enfin à nos jeunes futurs managers, et puis aux managers d'aujourd'hui, qui seront aussi ceux de demain. Je vous remercie. On fait une petite pause d'1 quart d'heure, toute petite, et ensuite nous avons Edgar Morin et Michel Maffesoli. Merci.